Placé. 3, 2, 10, 0, 8, Placé. 2 mètres, Placé. 19, 2 mètres, 0, Placé. 8, 0, 3, Ces gosses qu'on pourrait appeler des enfants bolides qui partent au quart de tour et dont les enseignants disent parfois qu'ils ne peuvent rien en faire, sont là dans une salle de judo à se soumettre à des règles qui sont pourtant très strictes, même des règles qui se perdent dans la nuit des temps. Ces gamins-là, quand ils se retrouvent à l'école, ils ne comprennent plus la nécessité de se soumettre à des règles. Et pourtant là, leur avenir est en jeu, leur avenir scolaire, leur avenir social. Alors comment faire pour qu'ils acceptent un minimum de règles dans l'apprentissage, dans la vie collective, et qu'à partir de là, ils puissent apprendre et sortir de l'exclusion à laquelle, sinon, ils seraient condamnés. Alors un instituteur, Fernand Houry, demeurait instituteur demeuré, comme il le disait lui-même, toute sa vie, un homme qui a toujours refusé tous les honneurs, tous les grades universitaires, s'est interrogé toute sa vie sur cette question. Comment aider des jeunes à construire une loi qui leur permette d'apprendre et de grandir. Fernand Houry est né en 1920 à la Garenne-Colombes, dans la banlieue. Il a été élève dans une école, il est devenu ensuite enseignant dans cette même école. Il a un peu galéré au début face à des enfants qu'il ne savait pas très bien comment prendre. Et puis un jour, cet homme-là, cet homme des villes, cet homme des banlieues, va rencontrer un grand instituteur des champs, Célestin Freinet. J'ai connu Freinet en 1949. C'est un nom, mais c'est aussi un homme. Il a réussi à faire fonctionner un journal, des correspondances, des enquêtes dans le village, et bien sûr l'organisation coopérative. Freinet prétend, et je suis entièrement de son avis, qu'à partir de ces techniques fondamentales, on apprend à lire, écrire, compter. Pas aussi bien qu'ailleurs, mieux. Si vous prenez des enfants différents et que vous leur distribuez à tous le même potage, ça va pas aller. Alors tout le monde rigole chaque fois qu'on parle de pédagogie, mais si par des techniques pédagogiques on arrive à pouvoir travailler au niveau et au rythme de chacun, il y a des tas de questions qui se trouveraient résolues. J'allais régulièrement chaque semaine, dans le Loir-et-Cher déjà, dans un IMP à Herbeau. Et j'avais profité des vacances pour que Fernand vienne 2-3 mois là. Il y avait des gosses qui pouvaient vraiment... il fallait qu'ils soient surveillés ou accompagnés. Et puis d'autres qui pouvaient sortir de l'IMP, aller chez l'épicier ou se balader, etc. D'où la gradation. Et c'est là qu'il a sorti les ceintures parce qu'il était très fier de faire du judo, quoi, certainement. Dans ma classe de perfectionnement, j'avais des enfants de niveaux très différents. Je cherchais comment les faire travailler ensemble pour éviter l'émiettement du travail individualisé. Et il s'est trouvé que je suis judoka et que j'ai remarqué que sur un tatami, travaillent ensemble des gens très différents. Il ne s'agit pas de faire n'importe quelle prise à n'importe qui. On risquerait de la casse. J'ai transposé ça à l'école, notamment dans les ceintures de comportement. C'est pas une hiérarchie, disons, de mérite, mais de capacité. Et en même temps, c'est admis. Et c'est ça l'intérêt des ceintures. Comme dans le judo, il y a un respect, même si c'est une ceinture, je sais pas quoi, orange, la ceinture noire va la respecter. Elle va pas lui dire, oh, toi, mon pauvre mec, etc. Alors, ça me semble assez une très bonne idée, en fin de compte. Mais qui apparaissait un peu voyante, quoi, au début, si on peut dire. Marie, elle est bleu clair en lecture, vert clair en écriture. En français, elle est orange foncé. Alors moi, je suis orange foncé en lecture, orange foncé en écriture, français orange clair, vert foncé en numération. À l'école, trop souvent, le maître, qui est ceinture noire partout, il fait trébucher ceux qui n'y connaissent rien, les petits ceintures jaunes,
en leur proposant des exercices difficiles, souvent trop difficiles pour eux, auxquels ils ont des mauvaises notes. C'est pas, dit Fernand Houry, la bonne solution. La bonne solution, c'est de respecter le niveau de chacun, de permettre à chacun de savoir où il en est et de se donner des défis, de passer à l'étage au-dessus, au niveau au-dessus, quand il se sent prêt, quand il a le sentiment qu'il peut faire des exercices un peu plus compliqués. Tel élève aura une ceinture verte en comportement, c'est-à-dire est-ce qu'il est capable de respecter le tour de parole, est-ce qu'il a un comportement qui lui permet de consulter de la documentation tout seul. Il pourra avoir une ceinture jaune en grammaire ou en orthographe parce qu'il est très faible dans ces disciplines-là. Angélique, vert foncé. On va présenter le spectacle dans la deuxième. Grâce à cette cartographie aussi, le maître n'est plus le seul à disposer de tout le savoir. Il n'est plus le seul vers qui on va se tourner chaque fois qu'on a un problème. Et puis, nous avons là une conception radicalement différente de l'évaluation. L'élève ne passe pas une évaluation pour se faire noter simplement, mais parce que c'est un véritable défi. Il la prépare et c'est quand il s'y sent prêt réellement qu'il accède au niveau supérieur. Les ceintures, c'est un peu pour se donner un niveau dans l'école, mais sans dire il y a un meilleur ou il y a un dernier, tout ça. Il n'y a pas que les notes et tout ça, il n'y a pas que les choses comme ça dans la vie. Il y a aussi... Enfin, on peut faire des choses autrement que... Parce que moi, franchement, quand j'étais à l'école traditionnelle, les punitions, les lignes, les au coin, ça ne changeait rien pour moi. Ça ne changeait rien. Alors que ce système-là, ça fait réfléchir beaucoup plus. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous montrer. Ceinture marron, c'est un peu la vie qui commence, quoi. Parce que on arrive dans l'école et après, quand on arrive à marron, c'est que notre parcours dans l'école est bientôt terminé et là, on se lance dans la vie courante. Une seconde quelquefois, mais la troisième et la seconde. On voit dans les monographies de Fernand des gosses qui arrivent dans cette classe, mais complètement démantelés. Et il faut des mois pour qu'ils puissent prendre, pour que ça prenne, comme on dit. Et c'est là qu'il y a l'originalité peut-être de Fernand, qui, sur le plan de la réflexion théorique, à mon avis, dépasse Freinet, quoi. Dans le sens qu'il va poser le problème du fait que c'est l'école caserne, c'est-à-dire en ville, qui n'a pas les petits oiseaux, les petites fleurs et compagnie, hein, et qui, par nécessité, il faut qu'il structure davantage la classe pour qu'elle reste vivante malgré, disons, l'entourage, quoi. Les loupards que Houry a en face de lui, eh bien, ce sont des loupards qui ne sont pas toujours faciles et qui ne comprennent pas toujours les principes élémentaires de la scolarité. Alors, par rapport à ces loupards, il faut ce qu'Houry appelle des institutions. Une institution, c'est pas compliqué, c'est très simple. Houry prend le premier exemple venu. Nous avons 6 gamins, un seul savon autour du lavabo. Il faut une institution pour qu'il n'y ait pas la bagarre. Et l'institution, ça ne peut pas être le maître, l'institution. Parce que si c'est le maître qui est l'institution, quand le maître s'en va et qu'il n'y a toujours qu'un seul savon et 6 gamins autour du lavabo, il y a à nouveau la bagarre. Donc l'institution, elle est dans la tête des gamins. L'institution, c'est quelque chose qui se construit progressivement et par quoi les gamins intègrent la loi qui va leur permettre de vivre. L'institution, c'est ce qui permet de sortir du chaos, de la passion, des gens qui sont simplement dans le rapport de force. C'est ce que Fernand Houry va appeler la médiation, et une des institutions privilégiées, celle sur laquelle il va particulièrement travailler, c'est le conseil. Majorité absolue, au prochain conseil, Anifi sera présent parmi nous. Deuxième ordre du jour, c'est le problème de Derga. Je donne la parole à Derga. Voilà, je voulais vous dire que les 2 leçons qu'on a fait avec Madame Samba, je voulais savoir si quelqu'un pourrait m'aider et puis voilà, c'est tout. Je donne la parole à Nati. Moi, j'aimerais dire qu'elle arrête de s'exciter quand Madame Samba explique le cours et elle comprendra un peu mieux. Voilà. Derga demande la parole. Aucune décision n'est valable si elle n'est pas ratifiée par le Conseil. Ça remplace, disons, la fantaisie du maître. Le Conseil comprend les enfants et le maître. Il n'est pas du tout question de laisser les enfants décider de tout. Sans ça, ce ne seraient pas des enfants.
Ils avaient décidé, par exemple, d'un gosse fort ennuyeux et très encombrant, ils avaient décidé de lui mettre une pierre au cou et d'aller le jeter dans la Seine. Ce qui était une solution, ma foi, très raisonnable, à mon avis. J'ai presque voté pour, mais presque. J'ai arrêté. Je crois que là, j'ai envie de poser la question directement à Lucie. Donc, est-ce que vous vous rendez compte qu'effectivement, vous allez plutôt être un peu du côté de l'agressivité? Quand vous aurez des envies, des pulsions d'agressivité, et vous les aurez, vous vous direz non. C'est donc à moi de faire ce qu'il faut pour. Merci. Lucie demande la parole. Non, moi je pense pas, parce que... Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah, j'ai oublié. Alors, dans une classe, il y a de l'inconscient. Ah non, j'ai oublié. Hein? L'inconscient, il n'est pas dans le bureau de l'analyste. Hein? Et c'est pas artificiel. Par exemple, qu'en est-il du transfert dans une classe? Quelle modalité de transfert? Et on voit bien, c'est pas du baratin. Hein? Il s'en passe des trucs là-dedans. Hein? Fernand Houry pense que nous devons prendre au sérieux ce que nous dit la psychanalyse sur la place de chacun. Sans une place, c'est le chaos. Alors la classe est un lieu où les ceintures de judo, où le conseil, où les rôles vont permettre à chacun de trouver une place. Maintenant, t'as quelque chose qui te fait aimer l'école. Alors qu'avant, je veux dire, tu faisais que subir, quoi. C'est clair. J'espère ne pas retomber dans des méthodes d'esclaves à l'école, parce que sinon je vais arrêter, quoi. Pendant ces 2 ans, on s'est habitué à avoir libre parole. On a appris à s'écouter les uns les autres, etc. On a géré notre agressivité, on a tous avancé. Saïd demande la parole. Non, c'est vrai que petit à petit, en fait, je regardais les autres et ça me reflétait, en fait. Je voyais que eux ils avançaient, mais moi je reculais, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et grâce à ça, j'ai réussi à moi-même avancer. Et j'en suis fier, personnellement. Parce que si je serais resté comme avant, je crois que je serais encore dans un hall en bas du quartier en train de galérer avec les autres. Et rien que d'y penser, c'est pas bon. Madame Costa demande la parole. Parler de quelqu'un, mais pendant 6 mois, 1 an, et on s'aperçoit qu'en parlant de quelqu'un très très en détail, on parle de tout le monde. Hein, parce que tout apparaît là, tout apparaît. La chose la plus importante de tout le mouvement de Fernand, c'est peut-être les monographies. Fernand Houry nous raconte à travers des monographies qui sont son mode particulier d'expression pédagogique. Fernand Houry n'est pas quelqu'un qui fait des traités, il raconte des histoires. Et parmi les histoires, l'une d'entre elles m'a particulièrement ému, celle d'un enfant appelé Miloud, un enfant complètement déstructuré qui arrive en classe sans avoir aucune idée de qui il est et de ce qu'il est, il n'a pas de place. Et puis petit à petit, il va trouver à s'exprimer à travers une petite phrase dans le journal scolaire, à travers une correspondance, à travers un rôle. Il va passer une ceinture de comportement qui lui permettra d'animer même une réunion. Et à la fin de l'année, il réussira à écrire une lettre à sa maîtresse dans laquelle il dira « L'année dernière, j'étais mort. Aujourd'hui, je suis vivant. » Signé Miloud. Lettre à 0,8. 5 ans, 6, 0,4.